Bienvenue chez Eden Studios pour un making-of consacré à un jeu d'aventure action 100% français, Kaya Dark Lineage. Développé sur PlayStation 2, ce titre va tenter d'innover dans un genre surreprésenté, en particulier sur PS2. On pense à Jak and Daxter bien sûr, mais également à Maximo, Sly Raccoon ou encore Ratchet & Clank. Réticent à l'idée qu'on puisse leur adjoindre le label French Touch, Eden Studios ne s'est pas contenté de travailler l'aspect graphique de leur jeu, mais a également tenté d'élargir la gamme de possibilités de leur petite Kaya, spécialisée non seulement dans la plateforme, mais aussi les combats, les sports de glisse, la chute libre, les mini-jeux et même le football. Pour tout vous dire, leur jeu est même devenu l'une des attractions du nouvel espace jeux vidéo du Futuroscope. Et pourtant, Eden n'a rien d'un spécialiste du jeu d'aventure-action, bien au contraire. Même si certains membres de l'équipe possédaient une petite expérience du genre, en ayant travaillé notamment sur un titre tel qu'Une fin de loup, on les connaît surtout pour un autre type de jeu. La simulation automobile. Et oui, la série des Verali, c'est eux. Le premier jeu d'Eden ne fut autre que Verali 2, développé pour Infogrames par d'anciens employés de l'éditeur-développeur français, dont Frédéric Nadal, programmeur sur Verali, premier du nom. Suite à pas mal de travail sur Verali, moi j'avais émis l'hypothèse que peut-être on puisse réaliser autre chose que des jeux de voiture, c'est très intéressant, mais c'est vrai que on avait des aspirations, on est des joueurs et on voulait vraiment proposer quelque chose d'autre. Ça n'a pas été tout de suite Kia, jeu d'action-aventure. Après Verali, évidemment, Eden a eu l'étiquette du jeu de voiture, quoi. C'était ceux qui savent faire les jeux de voiture. Une grande partie de l'équipe à l'époque qui a voulu un petit peu se détacher de ça, qui rêvait aussi de faire d'autres choses. Moi, je suis arrivé là-dessus. On avait envie de développer nos univers, nos choses à nous, quoi. Donc on voulait proposer un jeu à la Mario Kart avec des personnages originaux, un univers original qui nous permettrait d'appréhender l'animation, d'appréhender la création d'un univers complet. Ça a donné naissance à un projet dont il y a des restes derrière moi qui devait s'appeler Riders. C'était normalement un produit qui aurait dû nous faire la transition entre Verali et un jeu d'aventure. On a proposé un concept qui était entre deux. L'actualité a fait qu'on a changé un petit peu et finalement on a grillé un petit peu cette étape. On s'est dit pourquoi pas directement faire le pas vers un jeu d'action-aventure, vu que c'était vraiment ce qu'on voulait faire. Le département graphique a bien sûr monopolisé pas mal de monde puisqu'il fallut pour la première fois créer un monde à part entière et non plus se contenter de scanner des carrosseries de voitures. On est un petit peu divisé en quatre départements. On a tout ce qui est décor d'une part. On a les personnages. Moi j'ai fait le caractère design, mais après il faut savoir qu'il y a des gens qui vont les modéliser, qui vont les animer. Et on a le département animation. Pour vous resituer dans les grandes lignes le scénario et l'univers de Kaya, sachez qu'elle et son frère viennent de notre monde, duquel ils ont été expulsés bien malgré eux pour atterrir ailleurs, dans un monde constitué d'un archipel d'îles suspendues dans les airs, des îles peuplées par deux tribus, les natives et les Wolfen. Notre jeu, c'est donc les aventures de Kaya. Alors là, on a donc le peuple des gentils, qu'on appelle donc les natives. Voilà Akaza, qui est le Kung Fu Master en quelque sorte. Le natif Scrawny, c'est-à-dire le petit. Arama, Adada, Atea, mon oiseau débile. Aton, Aria, lui n'a absolument rien à faire ici. C'est un punching ball. Grunt qui correspond aux Wolfen les plus forts. Les Wolfen, donc les principaux ennemis, celui-ci, qu'on appelle le Scrawny, étant le plus faible. Grunt. Et on va aller enfin vers les Chronos qui sont eux des individus par rapport aux autres qui étaient vraiment des soldats, on va dire. Là on commence à avoir des personnalités, des intelligences artificielles un peu plus fines, plus évoluées et des vrais caractères. Au fur et à mesure de l'évolution qu'a pu avoir le jeu sur toute la production, pré-production, on a logiquement retrouvé tous les changements d'orientation dans le personnage. Alors, on a pu la trouver à un moment, elle avait 6 ans, elle était petite, elle avait un gros compagnon. Ensuite,
Elle a vieilli en même temps que le jeu, je dirais. Aujourd'hui, elle a 17-18 ans et c'est une ado qui va se débrouiller par elle-même et finalement qui est assez costaude. Les différentes étapes de la création d'un personnage, en fait, ça part évidemment d'un besoin du game design qui va avoir une définition d'un acteur particulier. C'est-à-dire, là, je vais vous montrer l'exemple d'un personnage, par exemple, qui doit nous tirer dessus. Alors, la contrainte, c'est, il ne faut pas qu'il aille vite. Donc il ne faut pas qu'il ait un profil de fauve ou de je sais pas quoi, qu'on puisse croire qui va nous rattraper et nous bouffer. Donc c'est un truc qui va nous craindre, en même temps qu'il y a une certaine résistance. Donc on va lui mettre par exemple une carapace. Une fois dessiné sur le papier, comment nous on fonctionne, on le scanne et on lui met ensuite ses couleurs sous Photoshop. On essaye nous de pas trop tenir compte des contraintes techniques pour créer un personnage. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Ah oui, mais on n'aura que tant de polygones pour faire ce truc-là ». Les meilleurs techniciens 3D, c'est les bons dessinateurs. Je reçois un dessin de mon directeur artistique, donc avec les informations, couleurs et tout ça, j'essaie de me renseigner quel va être son rôle dans le jeu, quelles vont être les différentes animations qu'il va devoir faire, etc. pour bien déterminer ce que je vais devoir modéliser. Je vais partir d'une forme très simple et je vais travailler par moitié en fait. C'est-à-dire que mon monstre, je vais vraiment travailler par exemple que la partie droite et pour au final obtenir une moitié bien satisfaisante de mon objet. J'ai eu droit à un peu plus de liberté par rapport au crowbar. Donc ça reste bien dans l'esprit, tout ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais appliquer une texture, le dessin propre du monstre. Petit à petit, en fait, en switchant d'un logiciel à l'autre, je vais pouvoir voir en temps réel les modifications que je vais faire sur ma texture, sur le modèle ici. Il y a des gruges, c'est-à-dire pour les pattes. Par exemple, je prends tous les polygones qui sont là. Donc quand je vais la dupliquer, elle va garder les informations de texture et tout ça. Et au final, je vais la coller à mon mesh. Et toutes les modifications effectivement que je fais d'un côté, je le retrouve de l'autre côté. Je travaille en étroite collaboration bien sûr avec l'animateur qui va charger de ça. Lui va être plus à même de me dire ce qu'il veut pour pouvoir bien l'animer, quoi. C'est du boulot de marionnettiste. On a ici son design, mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de son charisme va être apporté dans la phase d'animation. Sa personnalité, vraiment, elle a été faite par le passage 3D et surtout par l'animation. En réalité, l'animation traditionnelle, quand on anime rapidement et de façon efficace, on anime très rough. C'est-à-dire que les dessins ressemblent plus à grand-chose en réalité. Si vous voulez, je peux vous faire des crowbars. Disons que je fais Kim, voilà. Si je voulais faire Kim en animation traditionnelle. Donc ça prendrait un temps fou à faire à chaque fois. Et en réalité, quand on anime, on fait d'abord des premiers jets avec des personnages beaucoup plus rough de ce genre-là. Pour voir les directions de mouvement, les lignes de force. Une fois qu'on a animé ce genre de choses, là on passe aux petits détails du genre, on commence à faire les cheveux. L'avantage avec le 3D, c'est qu'on fait directement le premier jet, c'est quasiment directement le bon. On fait d'abord des poses clés, c'est-à-dire le gros du travail. Ensuite, l'avantage c'est qu'on a tout de suite, grâce à l'ordinateur, une version rough intervallée. Parce qu'en animation traditionnelle, on travaille de clé par clé, c'est-à-dire que là je fais une clé, et là j'en fais une autre, où elle donne un coup de poing avec l'autre point par exemple. Alors que là,
On fait que des pose-clés. J'attribue un timing, on a tout de suite une version visible. Parce que l'ordinateur s'occupe d'intervaller entre chaque pose-clé. Si je passe en interpole, on voit tous les intervalles. Ça permet de voir une animation fluide. Il y a deux types d'interactivité. Il y a le coup. Ça, c'est le plus simple parce qu'on n'a pas animé les deux personnages simultanément. On anime un coup pour Kaya et on anime la réception du coup pour l'adversaire. C'est-à-dire s'il prend le coup en garde ou s'il prend le coup en prenant dans la tronche. Là, pour le coup, c'est d'autres choses. C'est un coup de corps à corps. C'est-à-dire que Kaya va chercher l'adversaire pour lui filer des péchons. La motion capture, quand elle est bien faite, ça se justifie pour le jeu de baston. Là, dans le cas présent, c'est impossible à utiliser parce que même Kaya a des proportions complètement inhumaines. Placer des balles de ping-pong sur un type pour le faire bouger comme ça, ça nous ferait péter complètement les animes. De toute manière, il faudra tout retoucher, donc tant qu'à faire, autant les faire nous-mêmes en pensant correctement les animes. Et puis pour ce qui est des Wolfen, impossible de les motion capturer. À moins d'avoir un type qui soit vraiment gaulé comme un monstre. Grosse différence quand même aussi par rapport à l'animation traditionnelle, c'est qu'il faut penser une anime en 3D, quoi. Elle doit être visible de haut, de côté, de derrière, et elle doit être compréhensible et visible. Ça, c'est pas évident. Vous l'aurez compris, interpellation, bones, tout ça pour dire que les animateurs n'ont qu'à créer plusieurs positions pour le personnage, le logiciel générant les poses intermédiaires comme un grand. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, le logiciel commettant lui aussi des erreurs, que l'animateur doit alors corriger image par image. On utilise donc des logiciels 2D pour pouvoir par exemple, mettre en place les couleurs et pour pouvoir dessiner les textures, ce qu'on applique sur la modélisation. Pour modéliser, pour mettre en volume ces décors, on utilise un logiciel maison, qui s'appelle Twilight, qui répond vraiment à toutes nos requêtes, nos attentes, puisque c'est nous qui avons mis en place les outils. On peut animer directement dans le logiciel des particules ici. On peint directement la lumière sur les objets. Il n'y a pas d'éclairage temps réel sur le décor. Tout est fait à la main et fixe. Par contre, si on peut quand même intervenir à certains endroits et animer cette coloration au point. Les torches, par exemple, on a simulé l'influence de la torche sur les murs. L'éclairage temps réel sur tout un décor, c'est très gourmand en temps de calcul. Le temps qu'on a mis qu'on pourrait mettre dans ce temps de calcul, on ne pourrait pas le mettre ailleurs. Mais pour nous, on a un rendu beaucoup plus intéressant. Ce qui fait une ambiance, c'est l'éclairage, beaucoup l'éclairage. Après, c'est tout ce qui peut être animé, tout ce qui peut bouger, c'est donner la vie au décor. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut ajouter pour donner de la vie à un décor. Rajouter des papillons, rajouter des cônes de lumière, la lumière qui perce à travers les arbres. On peut animer du pollen qui tombe des fleurs. On peut faire donc des feuilles qui bougent, des nuages qui passent au loin, des étoiles qui scintillent. Il y a plein de choses comme ça. Donc tout ça, c'est nous qui mettons en place. Il y a plusieurs trucs pour simuler la profondeur. Donc il y a ce qu'on appelle donc le background, qui est une sphère. Donc on intègre le décor, le niveau dans une sphère. Quand on envoie sur la console ce qu'on a fait, on rajoute un fog volumétrique, donc qui donne vraiment une profondeur. Ça découpe les plans. Au loin, c'est fogué, c'est brumeux, et près, c'est très net. Sur un jeu d'aventure-action, la partie design n'est pas à négliger, surtout lorsque l'on tente d'innover avec des histoires de chute libre, de kung-fu teintées d'influence cartoon Matrix, de glisse et même de football. C'est vrai que l'univers est arrivé avant le gameplay. Très rapidement, on s'est vite rendu compte qu'un univers fait pas un jeu, ça c'est évident.
Et donc il a fallu restructurer l'univers. L'univers a été refait maintes et maintes fois de toute façon. Mais à chaque fois qu'on avançait dans le level design, dans le game design, on remettait en cause des éléments de l'univers et on essayait de dire il faut justifier ci, il faut justifier ça. Et très rapidement, le gameplay a pris l'ascendant sur la création de l'univers. Ce qu'on voulait en fait faire dans ce jeu-là, on l'a décidé au début vraiment à plusieurs. Il y a eu beaucoup d'influences de la part de certains membres de l'équipe qui avaient des envies fortes. Je me souviens qu'il y avait déjà cette envie de faire beaucoup de courants d'air. L'effet qu'on voulait, c'était un peu une dynamique de balançoire, c'est-à-dire on plonge et on va encore plus haut. Donc ça, c'était l'idée de base. Donc le moteur est basé sur des équations physiques, entre guillemets. On est parti sur des bases réalistes, mais on ne va pas avoir la course au réalisme à tout prix. On veut d'abord, avant tout, un jeu fun, quoi. Donc on ne va pas être prisonnier d'équations. Si jamais c'est trop compliqué, on simplifie. Donc c'est sympa un courant d'air, mais à quoi ça sert? Comment on va s'en servir dans le jeu? Quelle va être sa place sur le long terme? Est-ce que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir utiliser longtemps? Est-ce que c'est un élément de gameplay qu'on va pouvoir faire évoluer en même temps que la progression du joueur dans le jeu, qu'on puisse découvrir des nouvelles choses, des nouvelles aptitudes de Kaya dans ses courants d'air, etc. Donc ensuite, on s'est servi des courants d'air, ce qu'on appelait courants d'air horizontaux qui poussent l'héroïne. Si jamais on arrive sur un mur, elle se retrouve plaquée, on peut encore se déplacer. Et la dernière utilisation, ça a été de s'en servir comme des téléporteurs en fait. Alors la chute libre, c'est basé à peu près sur la même dynamique que les vents. On est parti en fait sur au début simplement l'idée de chute libre était sympa. Et puis on a rajouté un chrono pour essayer de se battre entre nous. Et puis c'est devenu tellement sympa qu'on a rajouté complètement cette idée dans le jeu avec les mini-games où on va pouvoir jouer à plusieurs, essayer de tomber des chronos, quoi. Et c'est quoi cette histoire de football? C'est vrai que Kaya peut jouer au foot avec ses ennemis? Ce qu'on appelait le foot dans le jeu, c'est qu'on avait des petits personnages comme ça, sur lesquels on peut rebondir. Et il ressemblait tellement à un ballon, on s'est dit ça serait sympa de pouvoir faire du foot avec. Et comme ça on obtient un trampoline qui se déplace, quoi. En fait ce niveau, c'est mon niveau de test où j'ai à chaque nouvel élément de gameplay, j'ai un petit coin où je peux le tester. Et disons qu'une fois que c'est validé dans ce niveau de test, ensuite on peut l'intégrer dans les niveaux, dans les vrais niveaux entre guillemets. Ici, on fait souvent des réunions où il y a tous les responsables de services, de programmation, design, etc. Et donc c'est une petite réunion qu'on fait toutes les semaines où justement on se tient au courant de l'évolution de tout, de chaque partie de l'équipe en fait, pour connaître les problèmes, les attentes, etc. Donc c'est souvent ensemble qu'on décide quand est-ce qu'on doit s'arrêter, quand est-ce qu'on doit prendre des paris sur certains éléments du jeu qu'on veut absolument voir. Donc c'est toujours une balance entre l'envie, la motivation de faire beaucoup de choses et savoir gérer le temps que ça va prendre à faire, à intégrer, à bien régler. Aujourd'hui, les gros paris, je pense que ça reste indéniablement les combats. Je pratique pas du tout. Je fais du judo quand j'étais petit, mais ça compte pas. La partie baston, elle a pris une importance qui a évolué au fur et à mesure du développement. Ça a toujours été un personnage guerrier, elle avait toujours les capacités de se battre avec des adversaires, mais on avait plus une orientation beat'em all à la base. Donc quelque chose de beaucoup plus simple, 2-3 coups tout au plus. Et en fait, ça devait être qu'une partie très annexe du jeu. Il y a plusieurs possibilités, des possibilités qui sont très classiques combat, genre une série de coups de poing, un combo, une série de coups de pied, donc des coups de pied un peu plus aériens. Les coups sautés, enfin, on a toute la gamme de possibilités standards, plus des possibilités qui sont un peu plus quand même propres à notre jeu. Celle-là, par exemple, celle que je fais depuis tout à l'heure, consiste à sauter par-dessus un adversaire. Alors ça, en fait, ça a une utilité qui consiste à se placer derrière lui pour l'attraper par la queue et ensuite pouvoir s'en servir comme un bouclier pour se protéger des attaques ennemies, en fait.
Une fois qu'on n'a pas la queue, on peut le repousser sur les autres. Je peux également le faire tournoyer pour faire une espèce de barrière entre moi et les adversaires. Le lancer contre les autres. Tout à l'heure, j'ai montré le flip par-dessus Wolfen. On n'est pas obligé de passer derrière. Si on fait rien, en fait, on le chevauche. Donc là, il essaie de nous désarçonner régulièrement. En fait, l'intérêt qu'on a à faire ça, c'est qu'on devient méga fort et qu'on écrase un peu tout ce qui se présente sur notre chemin. Donc on a déjà un outil qui est sur ordinateur et un outil dans le jeu, parce que c'est quand même plus pratique, on a un retour direct sur les réglages qu'on fait. Donc par exemple, je vais me mettre sur le gros Grunt qui a la massue. Donc là en fait, j'ai la liste de tous les coups qu'il a. Donc là par exemple, le coup en cours, c'est le coup hammer, c'est celui où il met un grand coup comme ça tombant. Et donc en fait, là j'ai tout un tas de caractéristiques qui décrivent le coup. Et derrière, je peux le régler. Alors je peux régler quoi? Je peux régler sa vitesse de déplacement, ses déplacements. Alors en quoi ça va influencer le jeu ça? S'il se déplace plus vite, ça veut dire qu'il va mettre moins de temps pour effectuer son coup. Donc il sera beaucoup plus dangereux. Sachez que le moteur 3D de Kaya n'est autre qu'une évolution du moteur de Verali. Ce moteur polymorphe a en effet été créé dans l'idée de pouvoir servir au développement de n'importe quel type de jeu. Et pour l'améliorer, Eden n'a pas hésité à lui faire traverser la Manche pour qu'il puisse être optimisé sur l'une des machines test de Sony. Des machines capables d'analyser et de détecter les imperfections de n'importe quel moteur 3D. Il n'en existerait que 3 au monde, mais ce ne sont pas les seules astuces auxquelles ont eu recours les programmeurs de Kaya pour améliorer leur jeu. Donc les techniques pour rendre le jeu le plus fluide, le plus rapide, ça passe par beaucoup déjà d'optimisation et de contraintes à donner au niveau des graphistes pour que quand ils vont modéliser un décor, ils le fassent de la façon la plus intelligente. Pour donner l'illusion aux joueurs qu'ils voient en fait le monde entier, on a utilisé ce qu'on appelle des LOD, ou des niveaux de détail, c'est-à-dire que chaque personnage a plusieurs modèles. Donc on a un modèle qui est en haute résolution, qui sera affiché quand on sera prêt ou dans les cinématiques. Ensuite, on a un modèle qui est un peu moins défini, qui lui sera affiché un peu plus loin. Et enfin, un modèle vraiment basse résolution. Donc là, on voit vraiment que on voit les polygones, quoi. Qui lui sera affiché quand il sera tout petit, affiché très loin, comme le personnage là, par exemple. Et voilà, c'est fini, enfin presque, puisque nous allons laisser le mot de la fin au chef de projet. Sachez que pour réaliser ce making-of, nous avons passé 2 jours chez Eden, 2 jours pendant lesquels nous avons interviewé plus d'une dizaine de personnes. Toutes n'ont pu malheureusement être incluses, et encore moins chacune de leurs explications ou anecdotes. On aurait ainsi pu parler de la gestion dynamique des musiques, rentrer dans le détail de la création des mini-jeux ou explorer les mystères des moteurs 3D. On espère que ce petit tour des différents pôles de création d'un jeu vidéo vous aura plu, ou tout du moins surpris. Plutôt cool l'histoire de la création de mini-games, non? Mais laissons maintenant la parole à David, et à bientôt. Il faut dire que Kaya, ça aura au moins permis une chose à Eden, c'est qu'on ait pu mettre ensemble une équipe de talents, ce qu'on a dû recruter tout au long du jeu, les talents qui nous manquaient. Et ça nous a permis aujourd'hui, on a une équipe qui est solide, une équipe qui a tout donné dans ce jeu-là. Et en soi, ça fait partie d'une de mes fiertés. Au-delà du jeu, qui nous semble, mais c'est normal, c'est le nôtre, qui nous semble à la hauteur, le fait d'avoir créé cette équipe-là, c'est quelque chose qui est une grande fierté pour moi.